Avant d'aborder la question de l'armée américaine elle-même en France en 1917, souvenons-nous que d'une part, les États-Unis sont restés neutres depuis août 1914, avec en slogan, en quelque sorte, liberté du commerce et liberté des mers. Et que c'est en particulier, pas exclusivement, mais en particulier la campagne de guerre sous-marine à outrance des Allemands qui va faire basculer les États-Unis dans la guerre. Deuxièmement, les États-Unis sont, depuis le début du XXe siècle, la première puissance industrielle au monde. Alors on ne le ressent pas encore beaucoup en Europe, parce qu'ils ont un énorme marché intérieur à approvisionner, mais c'est l'industrie, le commerce le plus puissant au monde. Et ils ont profité, ils ont beaucoup bénéficié de la période de neutralité, entre 14 et 17, pour faire de fructueuses affaires avec tout le monde. Et donc, les États-Unis, c'est une énorme machine industrielle. Enfin, c'est une toute petite armée d'actifs professionnels. L'armée américaine, de l'ordre de 120 000 hommes, en chiffreront un peu plus de 120 000 hommes professionnels, plus de l'ordre de 180 000 hommes de la garde nationale. C'est une armée qui est moins importante, à l'époque, que l'armée belge ou que la composante bavaroise des armées allemandes. Et qui surtout est beaucoup moins bien équipée. Seule l'infanterie est à peu près correctement organisée. Les armes d'appui et de soutien, le génie, l'artillerie, l'aéronautique sont ridicules. L'armée américaine dispose de 55 avions au moment où elle entre en guerre. Et sur 55 avions, il n'y en a pas un apte au service en temps de guerre. Donc tout est à construire au plan militaire. Ça se traduit par l'adoption très rapide d'une loi sur la conscription, sur le service militaire, qui va permettre d'abord de recenser les jeunes hommes, et puis ensuite de les recruter progressivement. Donc on voit bien qu'il y a là une notion de délai. Dans un pays qui ne connaît pas le service militaire, ne serait-ce que pour mettre en place, à travers tous les États des États-Unis, les centres de recensement, les centres de recrutement, les centres d'instruction. Donc il faut construire des baraquements, il faut ouvrir des camps d'entraînement. Ils vont ouvrir 34 terrains de manœuvre sur le territoire des États-Unis qui n'existaient pas 2 mois plus tôt. Donc il y a un effort intérieur extrêmement important, un investissement à réaliser avant de pouvoir disposer du premier soldat. Comme il faut que les États-Unis soient présents, parce que dans le cadre de leur entrée en guerre, il faut les montrer aux Français, aux Britanniques et surtout aux Français. Pershing désigne 4 régiments de l'armée d'actifs qui vont être complétés par l'adjonction de volontaires et qui vont pouvoir être transportés en France dès la fin du mois de juin 1917, baptisée première division de l'armée américaine. Elle est sous-instruite, elle est sous-encadrée et elle est sous-équipée. Alors bien sûr, elle va participer à toutes les cérémonies du 4 juillet, fête nationale américaine, du 14 juillet, fête nationale française. Les orchestres de la division vont donner des aubades dans les villes, etc., etc. Mais au plan tactique, au plan du renfort militaire, elle est absolument marginale. Elle est mise à l'instruction en France pour 4 mois, dans des camps à l'intérieur du pays, et elle est équipée. Il faut lui fournir son armement lourd, ses camions, ses canons, ses avions, ses chars d'assaut, qui sont à 90% fournis par la France. Et c'est en fait l'industrie française qui reçoit des États-Unis de l'acier brut et qui, avec cet acier, fabrique le matériel qui va être livré aux Américains. Mais là aussi, vous voyez qu'il y a un processus qui se met en place. Nous sommes partis en avril avec une déclaration de guerre. En mai, la décision de lancer effectivement le service militaire obligatoire. Juin, juillet, août, des recrutements. En parallèle, juillet, août, septembre, octobre, de l'instruction aux États-Unis, transfert en Europe. Les premières divisions en nombre important ne peuvent arriver effectivement sur les champs de bataille européens que 3 à 4 mois après être arrivées en France, donc à la fin du premier semestre 1918. En clair, quand on parle d'année zéro pour l'armée américaine, c'est très exactement le cas. Il s'agit, et c'est une volonté présidentielle que partage totalement Pershing, le commandant en chef américain, il s'agit dans les délais les plus raccourcis, dans les délais les plus brefs, mais néanmoins incompressibles, et ça se compte en mois, de construire de toutes pièces une armée moderne, puissante, nombreuse, qui sera capable, 1 an et demi plus tard, au moment de la victoire espérée, de peser politiquement sur les traités de paix.